Je suis avec Frédéric Maillé, qui est candidat à la mairie pour Action Laval aux prochaines élections municipales. Fred, qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis impliqué dans la politique ici à Laval. J'ai travaillé à différents niveaux, tant au niveau fédéral, provincial que municipal. D'ailleurs, en 2009, avec David de Cotis, on a formé un parti politique municipal qu'on a fait évoluer. On a gagné l'élection en 2013. On s'est distancé de ce parti-là pour rejoindre l'équipe d'Action Laval, avec qui je travaille maintenant. Je suis directeur adjoint au cabinet avec l'équipe d'Action Laval. Et c'est ce qui a mené l'équipe à éventuellement me choisir pour être leur candidat pour la prochaine élection pour le poste de maire qu'on va avoir au 2 novembre 2025. Donc, si on parle un petit peu plus de votre parcours personnel, en tant que père, en tant qu'enseignant, de tout le bagage que vous avez là, parlez-nous de vous. À l'époque où est-ce que justement je travaillais avec un député fédéral, j'ai amorcé une maîtrise en administration publique. Une maîtrise que j'ai faite là, à l'École nationale d'administration publique et j'ai poursuivi par la suite vers le doctorat. J'ai fini mon doctorat il y a quelques années. Donc, j'ai fait mes études directement dans le domaine dont on se parle en ce moment, l'administration publique. Autour de ça, j'ai travaillé dans le privé également. Entre-temps, j'ai géré une entreprise, une start-up qui était dans le domaine des hautes technologies. Donc, c'est pas le même type d'administration, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes idées, mais ça me permet de voir d'autres aspects de l'administration. Ça m'a permis de comparer ces deux côtés-là, de connaître les deux côtés, les deux facettes de l'administration. Naturellement, une fois qu'on a fini le doctorat, une des choses qu'on veut faire, c'est de l'enseignement. Donc, j'ai poursuivi là, à donner des cours à l'École nationale d'administration publique jusqu'à cet automne, l'automne 2024. Encore en ce moment, j'ai des étudiants en séminaire que je suis là, au cours de la session hiver 2025. Donc, je poursuis à enseigner à ceux qui nous administrent. Donc, je suis vraiment dans ce domaine-là. Si on parle du père de famille, là, du côté du père de famille, j'ai 2 fils, 2 grands garçons, 18 ans et 13 ans. Le plus vieux est au cégep à Montréal, le plus jeune est ici au secondaire à Laval. Qui sont toujours très impliqués dans les sports, les activités, les loisirs et qui poursuivent leur vie à l'école. Vous avez aussi habité 4 ans en Chine. Pourquoi? Pourquoi? Dans un premier temps, c'était de l'exploration, tout simplement. La première fois que je me suis rendu en Chine, j'avais aucune connaissance, j'étais pas un passionné de la Chine, je sais pas, c'était du pur, pas du Comme lancer une flèche sur une carte, puis à peu près, je cherchais un pays où est-ce que je me retrouverais pas devant un commerce américain au coin de la rue, et donc la même chose que ce qu'on peut avoir ici. Donc, je suis parti vers un autre monde, et pour ne pas le dire, j'ai dit, aller dans un pays communiste, il n'y aura pas un McDonald's au coin de la rue. Erreur. Mais c'est ça que j'allais dire, pas de commerce américain. Je sais pas c'était quand, là? Ça fait longtemps? La première fois que je suis allé, c'était en 2000. Oui, il y avait des McDonald's à tous les coins de rue. C'est ça. C'est la réalité en Chine également. Mais c'est ça c'était le désir d'aller vers quelque chose d'autre, vers une autre culture, un autre monde. Et effectivement, c'est une autre culture et un autre monde. Quand je suis revenu ici au Canada, j'étais en train de faire des études en droit à ce moment-là. J'ai changé pour des études est-asiatiques. J'ai fini mon bac en études est-asiatiques et je suis reparti en Chine. J'ai été enseigner l'anglais là-bas pendant quelques années. J'ai travaillé également à développer une chaîne de commerce de vêtements de plein air pendant que j'étais là-bas. Donc, j'ai joué entre l'enseignement et les vêtements de plein air au moment où j'étais là pendant presque 4 ans de temps. Où est-ce que j'ai habité en Chine et que j'ai pu découvrir cet autre monde-là, une réalité avec une autre approche, une autre philosophie, un autre point de vue sur la gestion également, parce qu'on vit dans cette réalité-là, ce qui nous permet de mettre en parallèle qu'est-ce qu'on voit ici et qu'est-ce qu'on voit là-bas. Ça nous permet de comparer. Quand je regarde nos pistes cyclables ici, on a des bien belles pistes cyclables, mais si on dit qu'il y a 24 personnes qui passent à l'heure, là-bas, c'est 24 personnes à la minute. C'est des pistes cyclables, ce sont de véritables pistes cyclables qui sont utilisées, mais il y a une densité pour ça, il y a une réalité dense de population. C'est approprié, ça marche, ça fonctionne, comme on peut l'avoir à Montréal. Les pistes cyclables sont bien utilisées.
traverser Laval en vélo, il y en a sûrement pas mal moins qui vont le faire. Donc, on peut le voir, on peut comprendre c'est quoi la réalité cycliste. Le transport en commun n'est pas vu de la même manière non plus. Les autobus s'enchaînent une en arrière de l'autre. On n'a pas à attendre l'autobus. Les autobus avec le même numéro, le même parcours sont véritablement un après l'autre. Donc, il y a plusieurs réalités comme ça qu'on voit qui permettent de comparer. Et d'ailleurs, quand j'enseigne, ce que j'enseigne à mes étudiants, ben, c'est aller voir justement l'international. Vous avez une réalité ici, vous avez une problématique, mais comparé avec ce qui se fait dans d'autres pays, ça va vous permettre d'avoir un recul sur la réalité de ce que vous avez ici. Mais en étant dedans, en le vivant, on vient qu'à le percevoir au premier degré. Donc, ça m'a donné toute cette profondeur-là. Et de comprendre et de ramener ça ici pour avoir des outils de comparaison. C'est ce qui m'a amené, entre autres, à faire mes études à la maîtrise et au doctorat en comparaison entre le Canada et la Chine. Vous avez également fait des arts martiaux, peut-être que vous en faites encore. Et oui. Qu'est-ce que ça vous amène, ça, comme force, disons, comme aptitude? Ben, les arts martiaux, à la base, une des premières choses qu'on apprend dans les arts martiaux, c'est que c'est pas fait pour aller se battre. C'est pas l'objectif, c'est un travail sur soi-même. Ah bon? Le dos des arts martiaux, quand on parle du kendo, ben c'est ça, ou du judo ou des autres, ben, c'est la voie, mais c'est la voie pour travailler sur soi-même. C'est pas la voie du combat, c'est la voie pour travailler sur soi-même. Et donc, on apprend à être en relation avec l'autre, à avoir des situations conflictuelles, à réagir dans des situations conflictuelles. Comment on réagit dans les arts martiaux? C'est comment on réagit dans la vie de tous les jours. Donc, est-ce qu'on est agressif? Est-ce qu'on est capable de revenir en arrière, de reposer notre situation, de prendre un pas de recul? Ça fait partie des arts martiaux. Ça fait partie de comment on se comporte dans un combat. Et ça se reflète sur notre manière d'agir. Et c'est une progression. On apprend, oui, des techniques de combat, mais l'objectif n'est pas nécessairement la technique en tant que telle, mais le travail sur soi-même. Quand on commence et quand on finit, on remercie, oui, l'enseignant, le sensei. On remercie l'espace où on travaille, mais on remercie également nos adversaires parce qu'ils nous ont aidés à progresser. Ça fait partie des valeurs des arts martiaux, de remercier ceux avec qui on a fait des combats, non pas parce qu'on les a battus ou ils nous ont battus, non, parce qu'ils nous ont aidés à progresser. Donc, c'est cette philosophie-là qu'on amène, qui est toujours dans le progrès, toujours dans l'avancement et dans travailler ensemble pour aller plus loin, pour devenir meilleur. Parce que des fois, la politique municipale, ça peut être un petit peu un combat. Ah, tout à fait. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre en application là-dedans aussi. Ben, sans approcher la politique municipale comme un combat, mais naturellement, il y a le vocabulaire qu'on utilise est un vocabulaire habituellement très militaire, effectivement. Mais je vois pas la politique, surtout municipale, comme un travail de combat. Je la vois en collaboration. Mm-hmm. Oui, il y a une autre équipe. Oui, il y a des adversaires politiques. On partage pas les mêmes points de vue, mais on partage le même objectif, c'est de faire avancer notre municipalité. On veut amener Laval plus loin, mieux, dans les meilleures situations. Donc, moi, je me vois pas arriver là en tant qu'adversaire de ceux qui vont être en avant de moi, mais comme un partenaire avec ces gens-là. Je veux travailler en collaboration afin qu'ensemble, on puisse faire avancer notre municipalité. Mais justement, quels sont les dossiers prioritaires pour vous, pour les citoyens de Laval? Bon, on a plusieurs réalités en ce moment. On en a vécu une, entre autres, en août dernier, au moment où il y a eu la tempête Déby. On a eu des grosses inondations ici à Laval. C'est parce que nos égouts sont saturés. Nos services d'égouts sont véritablement utilisés au maximum dans plusieurs endroits à Laval. Donc, si on veut augmenter la population à Laval, si on veut développer Laval, si on veut aller à d'autres endroits, si on veut augmenter le centre-ville, si on veut amener plus de gens dans le centre-ville, mais également dans les pointes de l'île, les égouts ne sont pas suffisants. Donc, il y a des investissements majeurs à faire dans les égouts de la ville. Avant tout autre investissement, il faut mettre à jour les égouts de la ville. Et juste pour faire ça, on en a pour 600 millions environ. Et puis après ça, ben, on est juste pour les tenir à jour. On n'est même pas en train de développer le réseau, on n'est même pas en train de l'agrandir, juste pour le tenir à jour. Donc, il y a des investissements importants à faire de ce côté-là. Ensuite, le transport en commun. On le sait, on est rendu avec une population de 450 000. On se dirige vers un 500 000. On a un bout de métro qui arrive à Laval.
C'est urgent de compléter le métro. C'est urgent d'avoir un système de métro complet, finir la boucle orange à Laval. C'est une priorité. Si on veut ramener plus de gens, on parle d'environ 80 000 personnes juste au centre-ville. Mais si on ramène 80 000 personnes au centre-ville et qu'on continue pas le métro, c'est 80 000 personnes de plus sur l'autoroute 15 et la 440. Ce qui est absolument impensable. Il faut les amener d'une autre manière. Il faut travailler d'une autre manière. Et le métro est la clé de cette solution-là. Il y a d'autres éléments comme du train léger qu'on peut avoir d'est en ouest vers le REM dans l'ouest de Laval, vers la pointe est également. Il y a des rails qui sont déjà là qu'on pourrait peut-être utiliser, mais il y a définitivement des solutions à trouver pour le transport à Laval qui est déjà saturé. Si on augmente la population, ça va devenir infernal. Également, il y a, encore une fois, si on augmente la population, ben, à Laval, on a une des régions qui a le moins de lits d'hôpitaux par personne. On est parmi une des pires, on est la 15e sur 16 au Québec. Le seul endroit que c'est pire, c'est la Naudière, qui est juste à côté, et devinez où est-ce qu'ils vont? À Laval également. Donc, notre service d'hôpital doit être développé. On a besoin d'un deuxième hôpital à Laval, surtout si on prévoit en plus augmenter la population. C'est définitif qu'il va falloir un deuxième hôpital dans l'ouest de l'île. Donc, c'est un autre gros morceau là, qu'il faut absolument qu'on aille chercher auprès du gouvernement provincial. Un dossier qui me vient en tête comme ça, là, la sécurité aussi des citoyens. Qu'est-ce que vous prévoyez faire de ce côté-là? La sécurité, c'est extrêmement large. Il y a plusieurs domaines. Le premier qui nous vient en tête, naturellement, c'est la violence urbaine qui a progressé énormément dans les dernières années. Mais on peut aller dans d'autres réalités, comme si on regarde nos personnes âgées, ils ont de la misère à traverser la rue, les intersections, c'est bête. Les priorités pour piétons sont pas assez longues pour que nos aînés puissent traverser la rue. C'est banal, mais c'est un enjeu important auquel faut qu'on s'attarde, faut qu'on corrige cette situation-là. Ensuite, oui, effectivement, il y a la violence urbaine. C'est nous qui avons proposé il y a quelques années qu'on mette sur pied la commission sur la violence urbaine, qui a eu lieu, qui a donné un rapport, et on regarde qu'est-ce qui est mis en application. Ça n'a absolument rien à voir avec les recommandations. On recommandait dans ce rapport-là d'augmenter des infrastructures sportives et culturelles pour nos jeunes, afin qu'on les occupe à faire quelque chose lorsqu'ils sortent de l'école, pour pas que ce soit des gangs de rue qui les ramassent, qu'on les envoie dans des sports, dans des activités. Plutôt, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'administration a augmenté le service de police, qui n'est pas ce qui est recommandé dans notre rapport. Dans ce rapport, je dis notre rapport, c'est pas le nôtre, ça a été déposé par un membre du parti au pouvoir en ce moment, et ils ne suivent même pas leurs propres recommandations qu'ils ont eux-mêmes déposées. Donc, c'est extrêmement surprenant. Mais effectivement, en investissant dans des infrastructures sportives et culturelles, on va occuper nos jeunes, on va pouvoir se tourner vers nos organismes de loisirs pour les aider à créer une offre intéressante pour les jeunes à la sortie de l'école, qui va pouvoir les encadrer, qu'on ait des adultes responsables autour des jeunes plutôt qu'avoir des gangs de rue qui les ramassent dans nos parcs. Il y a la vitesse qu'on a dans nos rues, il y a également un paquet d'autres enjeux de sécurité informatique, sécurité alimentaire. Il y a plusieurs enjeux comme ça. On a un secteur agricole à Laval. On a un important secteur agricole à Laval qu'il faut protéger et préserver. On a une grande partie agricole dans l'est de Laval, un grand territoire agricole. Il faut qu'on s'assure que le gouvernement provincial ne vienne pas changer la désignation de ces terres-là comme étant des zones agricoles protégées. En ce moment, les provinciaux sont en train de réviser ce programme-là. Il faut qu'on s'assure de le protéger pour ne pas que ça évolue dans la mauvaise direction. Il y a d'autres endroits à Laval également là, qui sont des terres agricoles, mais ça fait partie de notre sécurité alimentaire, non seulement à Laval, mais pour le Québec. Oui. Laval a plusieurs terres agricoles. Il faut qu'on les protège, qu'on continue à les développer. Il y a plusieurs terres qui ont été morcelées pour être vendues à des développeurs. La ville a déjà commencé à travailler sur le remembrement. Il faut qu'on continue à le faire pour s'assurer que ces terres-là soient remises en agriculture pour produire pour notre population. Donc, on voit que la sécurité, c'est pas juste des fusils dans la rue. Il y a énormément de choses qui sont incluses dans la sécurité.
Il y a donc beaucoup de travail qui s'en vient pour Laval. Hein? Pourquoi vous avez choisi de vous présenter maintenant? Maintenant, comme je mentionnais, j'ai fait mes études, j'ai terminé mes études. Ça a été une période où j'étais occupé à d'autres choses en même temps que je travaillais. C'était pas une période propice à ce que je me présente. Il y a également une partie où je suis passé du côté de l'administration privée. Action Laval sont revenus me chercher du privé pour que je revienne dans l'administration municipale, que je revienne dans le milieu politique lavallois. Et donc, ça m'a permis de me remettre à jour dans les dossiers, de retrouver ce sur quoi j'avais déjà travaillé dans le passé. J'arrive à un moment où j'ai pu grandir, prendre de l'expérience, prendre des connaissances sur les dossiers. Les élus riaient quand on en a parlé. Est-ce que je serais la bonne personne pour devenir le candidat à la mairie? On dit, Fred, on n'a pas besoin de te préparer, c'est toi qui nous prépares. Tu connais les dossiers, tu es une des personnes qui connaît le mieux les dossiers, c'est toi qui nous prépares. Donc, ça m'a allumé sur le fait que je suis peut-être rendu là. Je suis rendu à être le candidat pour la mairie. Et on va essayer d'amener la ville plus loin et mieux gérée. Et comment vous entrevoyez ce défi-là? Parce que c'est quelque chose quand même. C'est gros, c'est très gros. C'est des grosses chaussures à porter. C'est des grandes responsabilités. Mais d'un autre côté, je m'en vais pas là tout seul. Il y a une équipe autour de moi. Il y a une équipe de conseillers municipaux. Il va y avoir également une équipe au cabinet. C'est pas juste moi, c'est un ensemble de personnes qui vont travailler ensemble à faire avancer cette ville-là. En ayant le titre de maire, oui, c'est moi qui a la décision finale sur plusieurs enjeux. Cependant, je m'en vais pas là pour dire moi c'est ça que je veux puis je m'en vais dans cette direction-là, mais je m'en vais consulter. Je m'en vais là dans une approche d'équipe, dans une approche où est-ce qu'on va poser la question aux citoyens, qu'est-ce qu'ils veulent. On veut faire un travail, pardonnez l'anglicisme, de bottom-up. Donc, on va aller beaucoup consulter les citoyens avant de prendre nos décisions, parce que c'est pas nous autres qui vont vivre avec, c'est eux qui vont vivre avec. On va vivre avec nous aussi. On habite à Laval. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'on habite à Laval qu'on connaît tout et qu'on sait tout. On doit consulter parce qu'on n'a pas la réalité des gens qui vivent sur le terrain à tous les endroits de Laval. C'est un dossier de gens que j'ai rencontrés justement hier, où est-ce que déplacer un stop avant ou après une entrée charretière, c'est banal, mais l'endroit où l'arrêt est installé en ce moment, ça l'amène à avoir une file qui rentre dans un commerce qui est juste après, on ne va pas le nommer, on le nommera pas. Un commerce X. Un commerce, mais un café qui est tout juste après. Mais les voitures font la ligne devant leur entrée et ils sont incapables, et là c'est 80 résidences qui habitent dans un secteur, ils sont incapables d'entrer ou de sortir de leur secteur parce que les voitures font la file devant leur entrée. Et lorsqu'ils veulent rentrer, naturellement, personne ne veut les laisser passer. Ils congestionnent l'ensemble de l'intersection. C'est juste déplacer un arrêt de quelques mètres. Est-ce que c'est un enjeu de sécurité? Oui, ça peut être un enjeu de sécurité. Il y a eu un accident à cet endroit-là avec l'endroit où est-ce qu'on veut ramener l'arrêt. Mais dans la situation actuelle, ils ont évité à plusieurs reprises, depuis que l'arrêt a été déplacé, ils ont évité des accidents à plusieurs reprises. Donc, la situation n'a pas été améliorée. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sur le terrain, ne vont pas voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et j'étais là, je le voyais très clairement. L'arrêt est beaucoup mieux placé avant qu'après l'entrée charretière, qui permet d'entrer et de sortir en sécurité. Mais il faut être sur le terrain pour voir ça. Tout à fait, tout à fait. Et pourquoi on vote pour vous? C'est pas juste pour moi, mais c'est l'équipe également. C'est un ensemble de personnes. Oui, je suis à la tête de l'équipe, mais c'est l'équipe qui vient autour de moi. C'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui ont des connaissances, c'est des gens qui veulent avoir une approche équilibrée dans l'administration de la ville. On veut pas s'en aller totalement dans l'environnement. Cependant, on a une réalité de changement climatique. Il faut qu'on y fasse attention. Mais de l'autre côté, on veut pas s'en aller totalement dans le développement brutal qui ne prend pas en considération justement les changements climatiques. Donc, ça prend un juste équilibre parce qu'on a besoin de logements, on a besoin de développer notre municipalité.
On a besoin d'entreprises, on a besoin, on le sait, il manque de logements, il y a un manque criant de logements. Donc, il faut qu'on développe, mais il faut le faire de la bonne manière. Donc, ça prend des approches équilibrées, ça prend une approche consultative. Comme je mentionnais un peu plus tôt, on veut aller voir les citoyens, on veut comprendre, savoir qu'est-ce qu'eux veulent pour le ramener vers les décisions de l'administration. On veut également faire ça avec transparence. On veut établir une bonne gestion. Une des premières choses qu'on va faire, c'est de mettre en place une commission des finances. On l'a proposé, l'administration actuelle l'a refusé. Donc, pour assurer la transparence et la bonne gestion, on va mettre en arrivant une commission des finances qui va être multipartite. Donc, quand je vous disais que moi, je m'en vais là pour collaborer avec les autres équipes, ben oui, je veux qu'ils prennent part aux décisions. Je veux qu'ils s'assoient avec nous et qu'on puisse discuter parce que on n'a pas toutes les bonnes réponses. Ils en ont une partie aussi. Et c'est en mettant nos idées ensemble qu'on va arriver à amener notre ville au meilleur endroit. Donc, c'est pour ça que ça prend des influences et des idées de tous les côtés. Et donc, on y va avec des approches de cette manière-là pour mettre en place les meilleures solutions. Donc, la campagne va commencer en septembre? Le 22 septembre, c'est le déclenchement officiel. Oui. Et donc, on s'attend à vous voir. Oui. Les citoyens vont pouvoir vous rencontrer. Naturellement. Donc, ça va être une période très intense, puis on vous souhaite une belle campagne et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci bien. Merci.